Bonjour tout le monde. On va regarder ensemble les séquences. Je vais me présenter aussi. Je m'appelle Isabelle Tremblay. Je suis conseillère à la vie professionnelle et pédagogique à la FSE. Je suis donc une employée de la CSQ. Voilà. Alors, discutons de nos élèves en difficulté d'apprentissage. La première chose à savoir, c'est la séquence la plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'elle fait cohabiter deux choses. Elle fait cohabiter l'entente de juin 2011 et elle fait cohabiter la convention collective. Et ce qu'on s'est rendu compte, on a essayé de mettre les deux ensemble puis de faire une seule séquence pour les deux et c'est pas possible. Qu'est-ce que juin 2011 a amené? C'est une entente parallèle qui a été signée en juin 2011. C'est pour ça qu'elle s'appelle juin 2011. Il y a beaucoup de créativité là-dedans. Et elle a été signée à nouveau en juin 2016. Fait que vous comprendrez, il y a quelque chose avec le mois de juin puis cette entente-là, mais on est venu reconfirmer des sommes. C'est dans juin 2011 qu'on va retrouver, l'entente de juin 2011, qu'on va retrouver les sommes pour les élèves en difficulté d'apprentissage. Et des sommes aussi pour faire les plans d'intervention. C'est sûr, ce n'est pas des grosses sommes, là, on s'entend. C'est bonifié aussi par les règles budgétaires. Bonjour, madame. Êtes-vous correct? Avez-vous une place? Parfait. Super. Donc, on ne peut pas les faire cohabiter. Juin 2011, l'intention de départ, c'était vraiment d'aller aider nos élèves en difficulté d'apprentissage, pas en les reconnaissant nécessairement, mais en allant chercher et obtenir des services et en mettant davantage l'enseignant ou l'enseignante au cœur des décisions en regard des élèves en difficulté d'apprentissage. Parce que s'il y a bien un lieu où on est somme toute qu'on a assez les coups des franches pour dire qu'il y a une difficulté, c'est bien du côté des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. C'est sûr que s'il y a un trouble d'apprentissage, puis là, je vais vous expliquer qu'ils sont mêlés ensemble, on ne sait pas s'il y a une dyslexie, dysorthographie, dysphasie, là, je comprends tout ça, mais déjà là, on peut voir, nous, qu'il y a une problématique. On peut le voir dans des manifestations précises, puis demain, la présentation sur le référentiel l'amènera un peu parce que c'est en parallèle que ça va être un peu traité. Fait que c'est le fun, vous, parce que vous allez avoir déjà des petites choses intéressantes, puis vous allez être en mesure de faire des liens pertinents aussi pour la suite des choses. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est venu dire aux enseignants, on va vous donner un petit peu plus de pouvoir dans le sens que c'est vous qui êtes les plus aptes à dire qu'un élève a une difficulté d'apprentissage. Et pour ce faire, il va quand même y avoir des choses préalables. Donc, regardons justement, on l'a séquencé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceux qui ont déjà eu ce document-là préalablement, celui-là, c'est un nouveau. Parce que on aime ça discuter et rediscuter et rediscuter des mêmes choses au bureau. Puis à un moment donné, on regardait ça et on disait on a ajouté une étape puis on n'aurait pas eu à l'ajouter. Donc, dans la partie vert plus foncé, maintenant, il y a 7 étapes au lieu de 8. C'est bien, hein? C'est pas négligeable, puis je vous expliquerai peut-être la différence tout à l'heure. Ce qui est important de savoir, c'est qui est un élève en difficulté d'apprentissage. Juin 2011 est venu dire qu'une difficulté d'apprentissage, ça comprenait plusieurs élèves, ça inclut les troubles d'apprentissage. Donc, une difficulté d'apprentissage, c'est extrêmement large. Quand on parle d'élèves en difficulté d'apprentissage, on va parler de nos 10, là, nos élèves dyslexiques, dyscalculiques, dysorthographiques, dysphasiques, nos déficiences intellectuelles légères, nos dysphasiques, là, c'est léger à moyen, on s'entend. Puis ça, c'est pas nous qui déterminons ça, là, c'est des tests standardisés. Là, on est à l'extérieur de ça comme enseignant. Cependant, on peut nous poser des questions, puis on peut aller valider des choses qui ont été faites. Les personnes qui posent des diagnostics ont quand même besoin des enseignants parce que d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'un élève a une dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie avant un certain âge, autour de 7-8 ans, parce que les tests ne sont pas faits pour aller. On peut avoir des soupçons, on peut avoir des doutes, on peut tenter des choses, mais il faut faire attention. C'est vrai que des fois, on se fait dire « il est trop jeune, il faut attendre ». Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Il faut essayer de distinguer le vrai du faux là-dedans, puis j'en conviens que c'est pas simple.
Donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est que dès qu'un enseignant, dès que vous percevez une difficulté, l'apparition de difficultés chez un élève, bien, ce qu'on vous demande de faire, ce que l'entente vient faire, puis c'est ce que vous faites déjà. Donc, c'est assez simple, c'est de faire de la remédiation. Puis là, la remédiation, ensemble, qui a des exemples de remédiation qu'on peut faire auprès d'un élève, des remédiations dites pédagogiques? Rapidement, là. Comment? De la récup. Oui, devoir. On peut changer le devoir, le modifier, en ajouter. On peut jumeler avec un père qui a plus de facilité aussi. Hein? Donc, on peut travailler. Puis là, écoutez, on pourrait faire des listes. Là. Je vous sens bien gênée. J'espère que ça ne sera pas comme ça tout le long. Non, je vous blague. Bon. J'étais plate. Mes élèves, ils me trouvaient... Ils riaient dans mes cours parce que je riais, parce que je ris mal. Sinon, ils ne riaient pas parce que je suis plate. Bon. Donc, après une période significative, puis là, c'est important, là, puis là-dessus, il faut être clair, après une période significative, il n'y a pas de délai. Tout à l'heure, on va se retrouver avec nos élèves qui ont un trouble de comportement. Là, on va parler d'un délai de 2 mois. Mais si, par exemple, on prend un élève qui est en 2e année, OK? Ça va déjà pas bien, là, on est à la fin septembre, ça va pas bien, puis il est en 2e année. Puis l'année passée, là, bien, on a pensé au redoublement. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Il y a déjà des petites mesures d'adaptation. On a fait beaucoup d'allers-retours avec les parents. Il y a un suivi avec l'orthopédagogue. Écoutez, une période significative, est-ce qu'il faut vraiment attendre après le premier bulletin à la mi-novembre? La réponse, c'est non. Les enfants, là, ils viennent avec un historique, un antécédent. Je veux bien, s'ils arrivent à la maternelle, puis c'est la première journée, bon... C'est une autre chose, ou quand on le prend en première année du secondaire, il arrive du primaire, on les a moins vus. Il y a le dossier d'aide à l'élève qui est supposé suivre et qu'on peut consulter. On n'est pas supposé se battre non plus pour le consulter. C'est un droit, puis c'est prévu dans la Convention. Donc, après une période significative, il faut donc comprendre que cette période significative-là, là, elle n'a pas été encadrée et délimitée. Donc, c'est là. Puis c'est important aujourd'hui, puis le reste du réseau, on veut, votre jugement professionnel, vous en avez un, il faut y faire confiance. On n'a pas toujours les bons mots. Des fois, on va dire, ah, lui, il y a quelque chose, ça ne marche pas. Moi, j'ai eu des élèves dyslexiques, dysorthographiques dans mes classes de 2e secondaire, j'enseignais au secondaire. Mais je disais, je ne sais pas ce qu'il y a, je sais que ça ne marche pas, j'ai l'impression que, mais écoutez, je ne le savais pas pour vrai, mais je savais qu'il y avait quelque chose. On a de la difficulté des fois à l'exprimer clairement, mais il faut pister les bonnes personnes, puis entre autres les parents. Et il y a un travail avec les parents qui n'est pas toujours facile à faire, j'en conviens. Donc, après une période significative, elle n'est pas encadrée, puis allez voir ce qui s'est passé avant si rapidement vous voyez des difficultés. Là, vous avez le choix. La remédiation, ça va bien aller, ça va vraiment aider. Vous avez ciblé les bons éléments à travailler. Vous avez vraiment mis le doigt sur le bobo. Vous accompagnez bien l'élève, ça va bien. On met ça sur la glace, on met ça de côté. Mais si, avec la remédiation, puis même on a essayé plus qu'une chose, même plusieurs choses, et ça ne fonctionne toujours pas, bien, il faut comprendre que là, on peut lever la main et dire « Oh ». Et c'est là que la démarche s'enclenche et c'est là qu'on peut faire autre chose. Donc, si la remédiation ne suffit toujours pas, l'élève éprouve toujours des difficultés, selon l'entente de juin 2011, vous avez une possibilité, c'est que l'enseignant peut demander que l'élève ait accès à des services. Donc, avoir accès à des services, souvent, c'est nos enseignants orthopédagogues dans nos écoles. Il faut comprendre que nos enseignants orthopédagogues, il y aurait quand même beaucoup, puis ils ont actuellement quand même beaucoup d'élèves à suivre. Fait que c'est important quand même de bien cibler les élèves qu'on leur envoie, puis d'avoir fait des mesures de remédiation préalables pour s'assurer vraiment que ça ne fonctionne pas, et donc de référer les élèves, puis essayer aussi puis ça va être important, l'enseignante orthopédagogue va nous aider, mais nous aussi, on va l'aider à exprimer les difficultés de l'enfant. Comment les difficultés se manifestent? Clairement, des choses pratiques et voire même des évaluations qu'on peut remettre à l'enseignante orthopédagogue. Même si les services ne sont pas disponibles, ce qu'on vous dit, c'est faites la demande pareil. Parce que tout à l'heure, si faire la demande va finir par dire que vous n'aurez pas le droit, que l'élève n'aura pas le droit à des services, ça va vous permettre de le faire reconnaître. Cependant, là, je vous dirais, là,
c'est très difficile actuellement au Québec, dans la conjoncture actuelle, de faire reconnaître un élève en difficulté d'apprentissage. Parce qu'on ne dit pas, c'est sûr que moi, je vais vous parler de jurisprudence qui est venue dire que ça prenait des services réels, utiles et non factices, mais eu égard à tous les besoins que les enfants ont et aux services, aux ressources qu'on a de disponibles dans les écoles, il y a un enjeu là, puis c'est la raison pour laquelle que les syndicats existent, puis qu'on fait des moyens de pression, puis que dans notre contrat de travail, on négocie des services pour les élèves, c'est quand même pas rien. Je fais une petite parenthèse, on avait une délégation française hier pour lesquelles on leur a parlé un petit peu de comment ça se passait, nous, les élèves handicapés, les élèves en difficulté au Québec. Ils étaient impressionnés qu'on fasse un réseau, qu'on ait un référentiel et aussi que dans notre contrat de travail, il y ait des services pour les élèves. C'est pas du tout le cas en France. Et ils nous ont demandé pourquoi on faisait ça. Donc, c'est pas rien quand même. Moi, je pense que c'est à notre honneur, mais ça peut avoir un couteau à deux tranchants, donc il faut quand même y faire attention. Voilà. Alors, on fait une demande de service, on l'adresse à la direction. Idéalement, on travaille avec le formulaire. Pourquoi le formulaire? Le formulaire, c'est le formulaire qui a été entendu entre le syndicat local et entre la commission scolaire. Okay? Il y en a qui s'appellent difficultés persistantes, ils ont toutes sortes de noms, là, mais souvent, c'est en lien avec la clause 8907 de la convention collective. Ce qui est important de comprendre, c'est que si moi, je croise la direction d'école dans le coin, là, je vais la voir dans son bureau ou je la croise dans le corridor, puis je lui demande des services pour l'élève, puis qu'elle ne me les donne pas, là, ben, je n'ai pas de recours après. OK? Mais si je l'ai couché sur papier, là, il y a une possibilité de travailler avec le syndicat local et aussi même de talonner un petit peu la direction parce que vous allez voir, elle a des délais à respecter. D'accord? Donc, j'ai vu dans des commissions scolaires qu'il n'existait pas le formulaire. Travailler par courriel, c'est une belle preuve d'une date à laquelle vous avez fait une demande formelle. Puis en plus, dans nos courriels, on peut demander un genre d'accusé-réception, là, savoir s'il l'a ouvert ou pas. Fait que, après ça, au moins, ça sera ça de prix. OK? Ce qui est important, c'est d'avoir une date, OK? Pour pouvoir revenir puis insister à nouveau. La direction fait connaître par écrit sa décision dans les 10 jours. À chaque fois que j'avance quelque chose, là, on a mis la clause de la convention. Donc, ça vous permet d'aller voir dans la convention collective. La convention collective, là, on n'en a pas toute une copie papier. Non. Elle se retrouve sur le site de la Fédération et probablement sur le site de chacun de vos syndicats locaux. C'est en PDF. Vous pouvez faire un beau CTRL F. Boum, vous vous rendez. Ça va somme toute assez vite. Donc, puis là, je ne veux pas être menteuse, puis je le dis à chaque fois, ce n'est pas une blague, c'est réel, là, mais la direction fait connaître par écrit sa décision dans les 10 jours ouvrables. C'est écrit aussi dans la Convention, dans la mesure du possible. Je ne l'ai pas écrit. Je vous le dis, je ne l'ai pas écrit. Parce que si je me dis, à un moment donné, il y a le patron là, entre les mains, bien, je vais être contente de dire qu'il y a 10 jours. Hein? Puis au bout de 10 jours, ça veut dire au bout de 2 semaines, vous êtes en mesure de dire « Hey, puis, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai fait une demande, qu'est-ce qui arrive avec ça? » Okay? Parce que tout à l'heure, je vais vous parler de signifier votre insatisfaction et d'avoir un recours supplémentaire. D'accord? Donc, il faut travailler à partir d'une date, d'une demande. Idéalement, il nous répond oui ou non, au moins on sait à quoi s'attendre. Les services donnés à l'élève, ils doivent remplir 3 conditions, réelles, utiles, non factices. C'est quand même pas simple de dire demain matin, le syndicat local va déposer un grief parce que dans l'atlas à Isabelle, les services à Francis, qui est le technicien, parce qu'on est filmé, c'est en direct sur le web, ben, c'est une adresse privée, là, c'est pas tout le monde qui peut regarder ça, là. À mon grand bonheur. Bon, puis voilà, c'est pas simple de venir prouver que c'était insuffisant. Puis est-ce qu'on va déposer un grief parce que Francis n'a pas eu les services? Pas nécessairement. Mais chose certaine, après ça, nous, on peut documenter. On peut, lors du plan d'intervention, si on a les parents avec nous, on peut dire que peut-être aussi, bien, ce qu'il a reçu actuellement, c'est peut-être insuffisant, puis que peut-être qu'il pourrait y en avoir plus, qu'on pourrait faire plus. Puis en même temps, bien, ça met la responsabilité aussi sur la direction de faire des choix les plus pertinents possibles, puis on essaie de l'accompagner tout doucement là-dedans. Voilà.
Et l'enseignant peut donc, puis là, ça, c'est quelque chose, c'est un droit. Quand je vous disais qu'on a gagné un petit quelque chose par rapport à juin 2011, c'est là. C'est que vous pouvez, vous, comme enseignant, demander que la direction mette en place un plan d'intervention. Ce n'est pas la direction qui décide si elle en met un ou pas en place. Avec juin 2011, la direction est obligée d'en mettre un en place quand vous le demandez pour un élève en difficulté d'apprentissage. Et puis là, on vous réfère là, aux articles, puis surtout à juin 2011. L'entente de juin 2011, si vous la cherchez, tapez entente juin 2011 sur Internet, vous allez le trouver, le texte. C'est en PDF aussi. Et on dit, dans le fond, de mettre en place l'équipe du plan d'intervention lorsque l'enseignant évalue que l'élève correspond à la définition de l'entente de juin 2011 et qu'il a eu accès à des services. Donc, ça veut dire qu'il y en aurait déjà, mais ce serait encore bien insuffisant pour faire une différence. On veut donc qu'il y ait un plan d'intervention qui soit établi. La direction a à ce moment-là l'obligation de convoquer l'équipe du plan d'intervention pour déceler si l'élève a une difficulté d'apprentissage à l'aide de l'analyse des besoins et des capacités de l'élève. Là, il faut comprendre que l'analyse des besoins et capacités de l'élève, ça, là, c'est une responsabilité dans la loi sur l'instruction publique qui est donnée aux commissions scolaires. Donc, ça veut dire qu'on pourrait demander à voir les évaluations d'un élève, on pourrait demander aux parents d'aller vers des évaluations, idéalement au public. Hein. On essaie de ne pas référer les parents vers le privé, mais je le sais que des fois, on n'a pas le choix. Là. Puis il y a des parents qui font ce choix-là avec raison parce qu'entre autres, ils ont des assurances, ça en couvre une partie, parce qu'actuellement, le système scolaire et le système de santé n'arrivent pas à répondre à tout ça. Cependant, il faut comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour un élève en difficulté d'apprentissage. Ce qu'il faut, c'est que le plan d'intervention, l'équipe du plan établisse qu'il a une difficulté d'apprentissage ou pas. Et cette difficulté-là peut se faire à l'aide de l'analyse des besoins et on analyse les capacités et on détermine les besoins par la suite. Et c'est une responsabilité de la commission scolaire. Donc, la commission scolaire peut dépêcher quelqu'un, même si cette personne-là n'est pas une ressource dans l'école, pour que ce soit fait. D'accord? Cependant, on sait que référer quelqu'un pour avoir une évaluation, qui n'est pas nécessairement une évaluation complète, mais au moins une piste, pour justement déterminer qu'est-ce qu'on va faire, quels seraient les besoins un petit peu plus précis de l'élève, bien, à ce moment-là, on a besoin d'aide par rapport à ça. On ne se prive pas, parce que ça se pourrait que ça prenne des mois avant qu'on puisse avoir cette évaluation-là. On ne se prive pas de faire un plan d'intervention parce qu'on n'a pas l'évaluation. Il faut mettre des choses en place, il faut essayer des choses, puis il faut surtout mettre plusieurs intervenants autour de l'enfant et que la responsabilité ne repose pas essentiellement sur les épaules de l'enseignant. Et dans un plan d'intervention, il n'y a pas que l'enseignant qui a des responsabilités. Ça, c'est important. Les parents en ont, l'élève, s'il est capable, puis il est en âge d'en avoir, en a, la direction en a, et il y a d'autres intervenants dans une école. Je comprends, si vous êtes une école à 3 enseignants, ça se pourrait qu'il n'y ait pas beaucoup d'autres intervenants que vous 3. Mais il faut comprendre que ce n'est quand même pas la majorité non plus. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça lorsqu'on rédige les plans d'intervention, que tout ne repose pas sur les épaules uniques des enseignants, parce que ça va faire que votre tâche va s'alourdir beaucoup et ça va faire aussi que vous ne pourrez pas travailler avec la moitié de vos élèves qui ont des plans d'intervention puis qui ont des mesures d'adaptation, une dizaine chacun. Vous êtes rendu, vous avez 20 élèves, ça veut dire que vous êtes rendu à 10 fois 10, vous êtes à 100 mesures d'adaptation, ça n'a pas de sens. J'ai une enseignante qui m'a interpellée l'autre jour, elle avait 111 mesures d'adaptation dans sa classe. Ben, c'est pas elle, c'est un syndicat local. J'ai demandé d'aller voir sa direction, puis comme enseignante, la direction, elle, qu'est-ce qu'elle était en mesure de faire par rapport à ça? Est-ce qu'elle était capable de mettre en place 111 mesures d'adaptation dans une classe? La direction n'a pas répondu, vous comprendrez. Mais elle a quand même aidé davantage l'enseignante au lieu de la laisser toute seule avec ses 111 mesures. Il faut faire attention à ça aussi. Et l'équipe du plan d'intervention utilise la nouvelle définition d'élèves en difficulté d'apprentissage. Si vous regardez élèves en difficulté d'apprentissage, je vous amène en bas, là, reconnaissance aux fins de pondération. On dit qu'un élève est reconnu DA, c'est la séquence 8 qui a l'air plus jaune que verte. L'élève est reconnu DA au primaire s'il y a un retard en français ou en mathématiques, tandis qu'au secondaire, c'est en français et en mathématiques.
Donc, ça se peut des fois aussi qu'un élève soit reconnu DA au primaire, qu'il ne le soit plus au secondaire, parce que, par exemple, n'aurait pas de difficulté en français eu égard à ce qu'il, par exemple, qu'il y aurait une dyscalculie. D'accord? Donc, il y a une petite, des fois, là, on dit que des élèves sont décotés, mais en même temps, d'un autre côté, je vous disais aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves reconnus en difficulté d'apprentissage dans les commissions scolaires. C'est une denrée rare parce que peu importe la hauteur des services, il y a des services, donc il n'est pas reconnu. C'est ça un petit peu le danger, puis c'est ça qu'il faut continuer à revendiquer, davantage de services pour ces élèves-là. Donc, effectivement, on disait que l'équipe du plan d'intervention utilise la nouvelle définition de DA. Le retard est établi en fonction de ce qui est attendu de lui, compte tenu de son âge et du programme de formation. Et le plan d'intervention établit que l'élève, la 7e étape, est en difficulté d'apprentissage et établit également les services qu'il va avoir besoin pour progresser, parce que c'est ce qu'on veut. On veut l'amener à progresser. On ne veut pas l'amener à stagner ou à prendre encore plus de retard. On veut l'amener à progresser, puis à contourner, à l'équiper pour qu'il soit en mesure de contourner ses difficultés. D'accord? Et le rendre de plus en plus autonome par la suite, mais il faut commencer avec quelque chose au départ qui est vraiment, des fois, un support peut-être plus important. Là, tout ça, c'est tout beau, c'est intéressant, c'est théorique. Très, très, très théorique. Et ce que je viens de vous dire, vous dites « Ah, ça ne se passe pas de même chez nous », ça se peut. Ça se peut que vous ayez établi des pratiques. Mais chose certaine, au moins, ça vous fait un point d'ancrage pour travailler peut-être avec vos collègues, avec vos directions, avec le comité école HDA, pour s'assurer que les choses soient faites peut-être mieux. Et vous avez peut-être là des prises pour faire des choses mieux dans votre milieu. Puis je vous dirais que dans une même commission scolaire, d'une école à l'autre, il y a des pratiques locales qui s'installent. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Il y en a qui n'ont même pas besoin de passer à travers tout ça, puis ils en ont des services. Puis il y en a, vous allez voir, qui n'en obtiennent pas. Et là, on va voir qu'il y a une possibilité, qu'il y a un recours possible. Donc, la première étape qu'on vient de voir, c'est vraiment beaucoup égard à l'entente de juin 2011. La deuxième étape, c'est la reconnaissance aux fins de pondération. Dans le fond, là, c'est si l'enfant n'a pas de service, zéro, là, OK? Excluant vous, parce que vous êtes déjà le super meilleur service. Puis dites-vous-le, puis rappelez-vous-le, maudit que vous êtes bon, s'il vous plaît. C'est important. Alors, si c'est juste vous, là, le service, puis que vous jugez qu'il y aurait besoin de plus, c'est là qu'on peut faire reconnaître un élève en difficulté d'apprentissage. Cependant, je vous dirais que le combat, c'est à vous de le choisir, c'est pas à moi de le choisir pour vous, mais il est vraiment plus à travailler la quantité de services peut-être autre que vous et peut-être de même référer les parents pour qu'ils aillent chercher de l'aide à l'extérieur pour permettre vraiment à l'élève de progresser au mieux de ses capacités. C'est vraiment ça, parce que la pondération d'un élève DA, là, si on prend les tableaux, là, les facteurs de pondération, c'est en lien avec une des 53 annexes dans la convention collective, on fait un calcul et on détermine qu'un élève en difficulté d'apprentissage, ça vaut 1,2, 1,3, puis on arrondit, fait qu'il vaut 1. Fait que si vous vous battez pour une reconnaissance, vous n'obtiendrez pas grand-chose. À moins que vous vous battiez pour qu'il y en ait 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans votre classe qui l'est, là où il pourrait être pondéré, mais là, tu sais, je vous dis, là, vous rentrez dans la porte et vous essayez de la défoncer. Je répète, je le sais, mais les commissions scolaires reconnaissent peu ou pas les élèves DA parce qu'ils ont, dans la majorité des cas, même si ce n'est pas beaucoup, des services. D'accord? Fait que c'est vraiment la hauteur des services, puis les parents peuvent être des alliés. Il faut quand même faire attention. Mettez-vous pas dans des situations où vous pourriez être en porte-à-faux avec votre employeur, puis on pourrait vous dire, par exemple, que vous n'avez pas respecté votre devoir de loyauté, mais des fois, on a le droit de dire, une fois qu'on a franchi toutes les étapes et qu'on se fait dire non, bien, des fois, à un moment donné, on peut se trouver nos alliés. Puis, bien, on a souvent des alliés en les parents, en leur donnant quand même un minimum d'informations là, pour qu'ils puissent aussi se faire une tête. Donc, une fois que, par exemple, je demande des services puis qu'il n'y en a pas, ou que je demande le plan d'intervention puis ils ne veulent pas, la direction refuse de le mettre en place, pourtant, elle a l'obligation de le faire, selon l'entente de juin 2011. Juin 2011, c'est signé, c'est signé par le patron, c'est signé par nous, donc ils sont supposés de connaître ça. Puis s'ils ne le connaissent pas, bien, faites une petite recherche sur Internet, enregistrez-le, puis envoyez-lui en fichier joint. OK?
pour faire pour parfaire ses connaissances. Donc, c'est important. Puis, il y a une petite note en bas, là, dès la fin de la première année. On est même venu à inscrire dans juin 2011 qu'à la fin de la première année, on pourrait déjà reconnaître un élève en difficulté d'apprentissage. C'est sûr que là, si on fait ça pour un élève dès la fin de la première année, c'est parce qu'il y a une difficulté d'apprentissage là, très importante. On n'est pas capable de le faire apprendre à lire, mais pas du tout. Puis demain, lorsqu'on va présenter le référentiel, on va avoir une enseignante orthopédagogue avec nous. Vous pourrez avoir des questions plus pointues, s'il vous plaît, pas à moi cet après-midi. J'enseigne le français au secondaire. Puis dans notre formation, bien, on n'apprend pas à faire apprendre les élèves à lire. Donc, je commence à être pas pire, là, parce que je suis des formations, mais quand même. Donc, ce qui est important de dire, c'est qu'un enseignant peut déjà demander qu'il ait eu accès ou pas à des services qui soient reconnus en difficulté d'apprentissage. Et là, probablement qu'on pourrait se retrouver avec un élève dysphasique, mais qu'on ne peut pas tout de suite diagnostiquer, parce que je vous ai dit que tout à l'heure, ça venait plus tard, ça, dans le développement d'un enfant, déterminer qu'il est dysphasique. Donc, on peut déjà le faire, mais ça veut dire que l'enseignant a eu recours en cours d'année, là, il a apporté des changements dans la façon dont se vivent les situations d'apprentissage, mais souvent les situations d'évaluation. Donc, ça se pourrait qu'il y ait des adaptations, puis limite des fois modifications, parce qu'on a un élève là, en très grande difficulté. Mais la journée qu'on va avoir mis le doigt sur la difficulté, puis qu'on va lui offrir les outils qui vont lui permettre de surpasser cette difficulté-là, bien, vous comprendrez qu'on va être ailleurs, l'élève, il va pouvoir être en réussite par lui-même, de façon autonome avec ses outils. Ça va être différent. Donc, ça, c'est pour l'élève DA. La reconnaissance aux fins de pondération, je ne vous l'explique pas, elle est très bien écrite, elle est bien conventionnée. Vos syndicats locaux peuvent vous accompagner là-dedans, mais je vous dirais que si vous n'êtes pas capable d'obtenir des services, puis vous voulez y aller pour la reconnaissance, allez-y, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. Advenant le cas qu'on vous dit non, que ça ne fonctionne pas, non, je ne vais pas faire de plan d'intervention, c'est pas à toi de me dire ça, prof. C'est moi comme direction qui décide ça, bien là, vous ferez valoir vos points. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, il existe, puis là, c'est une petite note, et tout petite en bas, c'est le petit carré en bas à gauche de votre feuille. C'est inscrit « Note concernant l'élève à risque en difficulté d'apprentissage ou ayant un trouble du comportement ». L'enseignant qui a dû déposer à la direction d'école un formulaire d'accès aux services pour un élève à risque en difficulté d'apprentissage ou en trouble de comportement peut, s'il le juge opportun, faire part par écrit au comité paritaire EHDA de son insatisfaction quant à la réponse obtenue de la direction. La direction, comme quoi, par exemple, qu'elle ne veut pas reconnaître l'élève DA ou qu'elle ne veut pas lui donner de service ou qu'elle ne veut pas faire de plan d'intervention, il existe un formulaire d'insatisfaction. Cependant, il existe dans peu de commissions scolaires. Mais à la limite, vous n'en avez pas nécessairement besoin. Tout à l'heure, je vous ai parlé de courriel. C'est génial, ça. Il faut que ça serve à quelque chose, pas juste recevoir des courriels des parents ou de la direction. Ça peut servir à autre chose, ça peut aller dans l'autre sens. Dans le fond, c'est le 8908B, c'est une clause dans la Convention qui vient dire qu'on a le droit, nous, comme enseignants, de signifier notre insatisfaction quant à la réponse qu'on aurait obtenue, par exemple, à un service pour lequel on s'est fait dire non ou qu'on juge vraiment très insatisfaisant en termes de quantité, ou voire même on a demandé qu'un élève soit reconnu TIC, tout à l'heure on va le voir, et que la direction ne veut pas. Alors, si c'est ça, bien, vous comprendrez que vous avez le droit de travailler à partir du formulaire d'insatisfaction. Si vous n'en avez pas dans votre commission scolaire, ce n'est pas grave. Vous pouvez envoyer un courriel à votre syndicat local, à la personne responsable du dossier des élèves HDAA, et vous pouvez lui faire part de votre insatisfaction. Cette personne-là, souvent, est elle-même sur le comité paritaire commission scolaire HDA et va pouvoir amener votre dossier spécifiquement au comité paritaire. Je vous dirais que actuellement, les enseignants qui ont fait ça n'ont pas eu besoin de le faire très souvent. Ils l'ont fait une fois. Les directions d'école n'apprécient pas nécessairement, puis je les comprends, là, qu'un cas soit traité directement qui les concerne à la commission scolaire.
Donc, je vous dirais, des fois, on peut lui dire aussi à la direction d'école que c'est notre intention de pousser la démarche plus loin en vertu de la convention collective. Vous avez un droit de dire que vous êtes insatisfait, pas du travail de la direction, vous êtes insatisfait d'une réponse qu'elle vous a donnée. OK? Peut-être qu'elle n'a pas les ressources, la direction, pour donner les services, mais ça va être à elle d'aller voir les commissions scolaires, la commission scolaire, parce que à un moment donné, il va peut-être falloir qu'il y ait un travail d'équipe beaucoup plus grand entre les commissions scolaires, les directions d'école et les enseignants pour demander un financement à la hauteur de l'intégration d'élèves qu'on fait dans nos classes régulières et aussi en adaptation scolaire. Souvent, on fait des classes d'adaptation scolaire et on donne le service, c'est le ratio, c'est qu'il y a moins d'élèves dans la classe. Ça ne se résume pas à ça, une classe d'adaptation scolaire. OK? Donc, j'aurais terminé pour le DA. Vous allez... J'irais pour l'élève TC. Excusez-moi. Puis là, tantôt, je ne vous ai pas trop enquiquiné avec ça, là, mais il y a le 8-9, hein, c'est dans l'article 8-9 de la Convention, puis l'annexe 47, qui est une des 53 annexes qui encadre les élèves TGC et handicapés. Fait qu'on est toujours dans le 8-9. Donc, nos élèves TC. Là, c'est un peu... Ça ressemble un peu, là, j'en conviens, c'est petit, là, mais c'était juste pour que vous ayez le visuel à l'écran, des fois que vous soyez tanné de regarder votre feuille ou de me regarder. Alors, l'enseignant observe et note les comportements de l'élève pour une période de 2 mois. Là, on s'entend, là, si après une semaine, je ne le sais pas, là, mais il a cassé une vitre dans la classe, il a tenté de mettre le feu dans la cour d'école, il s'en est pris à la gorge, il a essayé d'étouffer un autre élève. Et écoutez, là, à un moment donné, il y a quand même une gravité, là. Le 2 mois, c'est un monde idéal, là. Puis s'il n'y a pas d'incidents dramatiques et très graves qui peuvent porter atteinte à votre sécurité ou à la sécurité des autres élèves, on s'entend, là. OK? Il n'est pas capable d'arrêter de bouger, il n'est pas capable d'arrêter de parler, il n'est pas capable d'attendre son tour de parole, il est complètement désorganisé, pas capable de rester au travail, à la tâche. Écoutez, là, je vous le dis, là, faites attention quand même. On n'attend pas 2 mois pour un élève qui est dangereux pour lui, pour les autres élèves ou pour vous, là. C'est important, là, ça, là. C'est votre sécurité, c'est la sécurité des autres élèves, puis vous en êtes responsable en grande partie. Hein, avec la loi, les parents nous délèguent leur autorité parentale auprès de leurs enfants lorsqu'ils nous les confient, lorsqu'ils sont à l'école. Faut faire aussi comme si c'était un peu nos enfants. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer, là. Donc, on parle vraiment d'un comportement, là, qu'on parle de fréquence, constance et persistance. Hein. Ça doit respecter ces 3 critères-là. Donc, un événement qui serait très dangereux, bien là, vous comprendrez, on n'est peut-être pas dans fréquence, constance, persistance, mais on est dans de la gravité, assurément. Puis ça, bien, il faut le faire valoir, là, OK? On n'est peut-être pas, même pas dans les mêmes eaux, c'est peut-être pas un TC, on est peut-être ailleurs aussi, là. Donc, faire attention par rapport à ça. Et idéalement, tous les jours, un événement doit se produire, puis je dois pouvoir essayer de le comptabiliser, de le noter, de l'inscrire quelque part. Donc, on a souvent, les enseignants, des agendas scolaires ou des fois, il y a des GPI là, plus larges où on peut communiquer entre nous. Il y en a qui se font des systèmes aussi sur Internet là, pour pouvoir colliger des informations sur les élèves. Mais vous comprendrez, ce qui est important, c'est qu'à chaque jour, il peut se passer quelque chose. Lorsqu'on est titulaire au primaire, puis on a l'élève à tous les jours dans notre classe, plusieurs heures par jour, c'est sûrement très facile de colliger des choses en lien avec la difficulté de comportement de l'enfant. Cependant, lorsqu'on est, par exemple, au secondaire, bien, c'est vraiment l'ensemble des intervenants là, qui doivent réunir leurs informations ensemble pour vraiment rendre ça encore plus pertinent. On dit idéalement tous les jours, faites-vous un petit code de couleur. Quand c'est Jacques qui va pas bien puis qui fonctionne pas bien, bien, on peut prendre le bleu, puis en bleu, on met un petit mot-clé à chaque fois pour parler de Jacques à tous les jours. Faites-vous des choses simples, mais si à un certain moment donné, vous avez
un formulaire à remplir, puis vous voulez que l'élève soit reconnu TC, bien, vous aurez déjà une multitude de petites notes très pertinentes pour vous. Pour les intervenants, après, puis ce matin, elle l'a bien dit, Claudia, en plénière, hein, tous les événements, plus les actions qui se sont passées, pour eux autres, c'était super. C'est la même chose pour les professionnels ou le personnel de soutien qui pourrait nous accompagner pour travailler avec des élèves, entre autres TC. Donc, si on respecte le 2 mois et qu'on respecte nos 3 critères, on peut faire une demande de service, hein, puis la direction doit faire connaître par écrit sa décision dans les 10 jours ouvrables. Je vous rappelle que c'est 10 jours ouvrables dans la mesure du possible. Donc, après 2 semaines, vous pouvez commencer à demander à votre direction, puis qu'est-ce qu'il y en est de la demande que je t'ai faite? Le comportement de l'élève, là, ça veut dire qu'il y aurait des services. Hein? Donc, on demande des services, on a des services. Puis ça, il faut que ça vienne d'emblée. Si on n'a pas de service, bien, vous comprendrez qu'on ne pourra pas voir la différence entre le fait que les services permettent à l'enfant d'améliorer son comportement, peut-être sa gestion des émotions comme ce matin, ça va aider son comportement, ou ça ne le permet pas. Ça ne permet pas peut-être parce qu'on ne donne pas le bon service, on n'a pas ciblé la bonne chose, ou peut-être parce que le service aussi est insuffisant. Et là, à ce moment-là, si c'est ce cas-là, que le comportement ne s'améliore pas, puis qu'il il peut y avoir plus d'une raison, à ce moment-là, on peut demander que l'élève soit reconnu comme présentant un trouble de comportement à l'aide du formulaire. C'est toujours le même formulaire que je vous parlais tout à l'heure pour notre élève en difficulté d'apprentissage pour lequel on demandait des services. C'est le même formulaire pour lequel on va demander des services pour notre élève TC et c'est le même formulaire sur lequel on va demander qu'il soit reconnu comme ayant un trouble de comportement. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, formulaire, gardez-vous-en une copie. La première fois, vous avez coché « Je veux des services », puis la deuxième fois, vous prenez votre formulaire imprimé, vous cochez « Reconnaissance », puis si que vous rajoutiez des petites choses, des petits événements qui se sont déroulés ou des actions supplémentaires que vous avez posées ou les services qui ont été donnés, faites-le, mais ne refaites pas la roue, là, OK? Travaillez à partir de ce que vous avez déjà, d'accord? L'objectif, c'est que ce soit facilitant, ce formulaire-là, que ce soit pas une corvée, quelque chose qui nécessite. Puis souvent, là, faites attention aux commissions scolaires qui demandent une annexe A, une annexe B, une annexe C à remplir avec le formulaire. Les annexes, ils ne sont pas conventionnés, là. Puis est-ce qu'ils ont été vraiment décidés, ces annexes-là, conjointement au comité paritaire avec le syndicat local? Je ne le sais pas. Posez la question à votre syndicat local avant d'embarquer là, dans des trucs qui n'en finissent plus. Et finalement, 5, la direction doit mettre sur pied l'équipe du plan d'intervention. Il y a eu des services, c'est insuffisant, on remplit le formulaire, la direction doit mettre sur pied l'équipe du plan d'intervention et c'est l'équipe du plan d'intervention qui doit faire l'analyse ou demander l'analyse des besoins de capacité. Parce que pour qu'un élève soit reconnu TC, souvent, on va travailler avec la psychologue, le médecin traitant ou quelqu'un qui suit l'enfant. Puis souvent, comme enseignant, ça nous demande à nous de remplir des questionnaires. Hein? Beaucoup, pas beaucoup, très beaucoup, là. J'exagère, là. Je n'ai pas choisi le bon terme, j'ai fait par exprès, là. Puis, je le sais que le médecin, lui, il charge ça, puis que nous, on ne charge pas ça, puis qu'on le fait à sa pile en plus. Je le sais. Mais je sais que c'est pour le bénéfice de l'enfant. Puis si vous en avez beaucoup à remplir dans une année, bien, voyez avec la direction si vous ne pouvez pas vous dégager peut-être un petit peu d'espace là, pour avoir du temps reconnu pour faire ça, si vraiment dans une année, vous en avez eu beaucoup. Et finalement, c'est l'équipe du plan d'intervention qui va déterminer si l'élève a un trouble de comportement ou n'en a pas. D'accord? Et s'il y en a un, bien, il est reconnu, l'élève, il est pondéré. Contrairement au DA, le TC, qu'il ait des services ou qu'il n'ait pas de services, il va être pondéré. OK? Puis il vaut plus que le DA, donc ça peut amener une compensation à l'enseignant. D'accord? Mais pour amener une compensation à l'enseignant, il faut être sur le bord de dépasser. Parce qu'un TC, si, mettons, vous avez le droit à 20 élèves, vous êtes en milieu défavorisé, puis vous en avez 20, puis là-dessus, on reconnaît un TC, bien, il faut que vous compreniez que ça va dépasser de 1. Mais si vous en avez 13 élèves puis vous avez un TC,
bien, OK, c'est bien peut-être de le faire reconnaître parce que ça va suivre dans son dossier, il va avoir une trace, ça va permettre un plan d'intervention systématique, on n'aura pas chicané pour en avoir un, ça va déterminer aussi les services, ça va aider quand s'il change d'école ou quoi que ce soit, mais chose certaine, ça ne vous donnera pas de l'argent à vous. Puis c'est pas ça au début qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que l'enfant ait des services puis qu'on réponde à ses besoins pour lui permettre de progresser, pour nous permettre d'enseigner à l'ensemble des élèves sans être interrompu aussi tout le temps. Fait que ça, c'est important. Donc, ça, c'est pour le TC. Puis, on dit 45 jours après la demande, au plus tard. Donc, c'est pour ça le formulaire. C'est pour déterminer que si c'est en cours d'année, bien, il va pouvoir être pondéré et vous pourrez recevoir peut-être une compensation s'il y a un dépassement du nombre d'élèves par classe une fois que l'élève sera pondéré. Mais ça va déterminer la date. OK? Donc, le formulaire, il est important pour ça. D'accord? Donc, j'aurais déjà, puis c'est la même chose pour le formulaire d'insatisfaction. Si la direction ne veut pas faire le pays, mettre sur pied l'équipe du plan d'intervention pour discuter de ça, ou s'il ne veut pas donner les services, ou s'il ne veut pas reconnaître, vous pouvez travailler avec le formulaire d'insatisfaction. Je tournerai la page, j'irai dans l'annexe 47 par rapport aux élèves handicapés. Ça va assez vite, l'élève handicapé. Je ne veux pas le regarder, le TGC. Le TGC, c'est un mélange du TC et de l'élève handicapé. Fait qu'une fois que vous allez avoir entendu les deux, vous allez voir que ça va faire ni une ni deux. Vous allez tout comprendre parce que vous êtes très intelligent, je vous l'ai dit tantôt, et excellent. L'élève handicapé, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3 critères au sens de notre convention. C'est l'annexe 19 dans la convention collective qui vient dire ça. Elle vient dire qu'on a besoin d'un diagnostic de déficience posé par une personne qualifiée. Donc, tout dépendamment de la difficulté du handicap, c'est des diagnostics qui peuvent venir du milieu de la santé ou de l'éducation. En éducation, on a nos orthophonistes qui peuvent nous parler de dysphasie, dyslexie, mais même encore souvent, ils vont vouloir travailler avec d'autres personnes, aller chercher de l'information, dont les enseignants. On a les psychologues, les conseillers en orientation qui peuvent aider par rapport à la déficience intellectuelle. Et on a nos psychologues, tout à l'heure, je vous ai dit, là, c'est nouveau, là, ils peuvent nous mettre sur des pistes de TSA. D'accord? Le reste, c'est presque tout à l'extérieur du milieu. Alors, tout à l'heure, on va parler d'un 30 jours pour recevoir l'évaluation des capacités, des besoins. Vous comprendrez que c'est dur d'appeler le pédopsy et de dire « Hey, tu as 30 jours pour m'en remettre ton évaluation ». Vous comprendrez qu'ils ne sont pas soumis à notre convention collective. Donc, puis faites-vous pas prendre, on dit non, ce diagnostic-là, moi, il y a des directions d'école. Moi, j'ai eu un appel lundi, j'ai une direction d'école qui refuse un diagnostic d'un spécialiste. OK. Qu'est-ce qu'elle. J'ai pas compris pourquoi. Je me suis demandé peut-être qu'elle était plus formée que le spécialiste, je sais pas. Fait que, tu sais, faut faire attention. La Convention dit une personne qualifiée. Donc, à partir de ce moment-là, on parle de handicap ici, là. On ne parle pas de difficulté d'apprentissage, on parle de handicap. Présenter des incapacités qui limitent ou empêchent leur participation aux services éducatifs et avoir besoin de soutien pour fonctionner en milieu scolaire. Donc, il faut répondre à ces 3 critères-là pour être considéré handicapé au sens de notre convention collective. Mais ça peut faire de ces personnes-là qui sont handicapées au sens de la loi sur les personnes handicapées au Québec. Là. Vraiment, il ne faut pas minimiser ça. D'ailleurs, nos élèves, tout à l'heure qu'on a dit qu'ils ont une déficience intellectuelle légère à moyenne, vont pouvoir être scolarisés jusqu'à l'âge de 21 ans, même s'ils sont reconnus seulement en difficulté d'apprentissage. Ils ont, selon la loi, quand même un handicap. OK? Il ne faut pas nier ça. D'ailleurs, ils ne sont probablement pas dans la bonne case, mais ça, c'est un autre enjeu. Donc, et là, il n'y a pas de formulaire de prévu nécessairement pour les élèves handicapés et TGC. On dit que dès que l'enseignant là, décèle dans sa classe un élève handicapé, il en fait rapport à la direction. Le petit mot, là, les petits mots à l'aide du formulaire, c'est moi qui les ai inscrits sciemment, volontairement, parce que je veux que vous travailliez plus avec les formulaires, parce que ça laisse des traces. Donc, ça laisse des traces aux directions d'école et aux commissions scolaires qui ne répondent pas aux besoins des enfants parce qu'il y a trop de demandes. Quand c'est demandé sur un coin de table, dans un local, dans un bureau, ça laisse pas... c'est pas pareil. OK? Et donc, il n'y a pas de délai. Aucun délai pour un enfant dit qu'on soupçonnerait handicapé. Puis ça se pourrait qu'on se soit trompé puis qu'il ne soit pas handicapé. Ben oui, ça se pourrait. C'est correct.
ça veut peut-être dire que l'enfant a des besoins, puis juste pas handicap, ça va être d'autres choses, puis on va essayer de voir c'est quoi ses besoins. On fera un plan d'intervention, puis on essaiera de répondre à ses besoins pour lui permettre de progresser. Hein. C'est ça, on veut sa réussite scolaire et éducative. On est là pour ça. D'accord? La direction, à ce moment-là, met sur pied le comité ad hoc. Là, la majorité des cas, vous n'en avez pas de comité ad hoc, c'est l'équipe du plan d'intervention. Enfargez-vous pas dans les fleurs du tapis, utilisez le comité du plan d'intervention. Donc, l'équipe du plan d'intervention, c'est-à-dire. Donc, le comité ad hoc ou l'équipe peut demander les évaluations pertinentes et celles-ci peuvent être reçues dans les 30 jours. Dans le fond, dans l'annexe 47, là, il y a un point intéressant, ce sont tous les délais qui sont plus encadrés que dans notre 8-9. Ils ne sont pas plus faciles à faire respecter, mais il y a des délais un petit peu plus encadrants. Et donc, les évaluations, si on veut qu'une psychologue nous piste sur un TSA, si on veut qu'une orthophoniste nous piste sur une dyslexie, dysphasie, dysorthographie, bien là, on pourrait travailler avec ça, avec les 30 jours, et c'est conventionné. Donc, je comprends là, qu'on ne réussira peut-être pas à l'avoir après 30 jours, mais au moins, on peut mettre de la pression un petit peu sur la direction qui, elle, va en mettre sur la commission scolaire. D'accord? Puis ça se pourrait des fois qu'il n'y en ait pas d'orthophoniste à la commission scolaire parce qu'elle est tombée malade ou elle est en congé de maternité puis elle n'a pas été remplacée parce qu'il n'y en a pas des tonnes. Hein? On en voudrait probablement plus dans les commissions scolaires, mais il n'y en a pas beaucoup au rendez-vous là. Donc, l'élève, à ce moment-là, est identifié handicapé ou n'est pas identifié handicapé. Hein? On a deux choix. C'est le comité ad hoc ou l'équipe du plan d'intervention, eu égard aux évaluations, qui vont venir déterminer ça. Un plan d'intervention est automatiquement mis sur pied. On l'a dit tout à l'heure, la loi vient dire que tout élève HDA doit avoir un plan d'intervention. Et on respecte, là, selon l'analyse des besoins et des capacités de l'élève qui ont été faits. Ensuite, à l'étape 7, les recommandations sont mises en place dans les 15 jours. Hein. Quand je vous disais l'annexe 47 arrive avec des délais intéressants, bien, c'est 15 jours après, on vient mettre les choses en place, les services sont consentis, et là, ils doivent remplir 3 critères. Tout à l'heure, on a vu réel, utile et non factice, mais puisqu'on intègre un élève handicapé en classe régulière, ça amène quand même une tâche un petit peu plus importante pour l'enseignante à encadrer puis à aider un élève handicapé au sens de notre convention collective. Donc, le 4e critère, ça doit diminuer la charge de travail de l'enseignant eu égard à l'intégration de cet enfant-là. Donc, c'est toute l'idée de l'étape 8 que la commission scolaire fournit des services de soutien à l'enseignant pour diminuer justement l'effet de l'intégration. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus méconnu. Quand vous avez un élève handicapé intégré dans votre classe, vous avez le droit de demander du soutien. Et du soutien pour vous. Ça veut dire, j'ai besoin d'être libérée pour adapter mon matériel. Je veux qu'une conseillère pédagogique adapte mon matériel si on ne me libère pas. Je voudrais... Moi, j'ai un élève autiste dans ma classe, je ne connais pas beaucoup ça. Est-ce que je peux m'asseoir avec le psychoéducateur de la commission scolaire ou quelqu'un d'autre qui m'expliquerait un petit peu qu'est-ce qui en ressort de ça et peut-être voire même venir observer l'enfant. On appelle ça le spectre de l'autisme. C'est très large. Un enfant autiste, 2 enfants autistes côte à côte sont extrêmement différents, ont des besoins différents et s'expriment différemment. Et il y en a des non-verbaux, il y en a qui ne s'expriment pas encore par la parole. Donc, il faut faire attention à ça. Et ça, vous avez le droit de l'exiger. Parce que si il n'y a pas de soutien à l'enseignant, on peut pondérer l'élève. Et là, un élève, entre autres TSA, je vais prendre un cas extrême, en secondaire 3, 4, 5, il a le poids de 4 élèves. OK? Ce n'est pas rien. Ça veut dire que si j'en ai 30 dans une classe de 32, puis j'ai un élève TSA, je suis en dépassement de 2 ou de 1. Je me souviens plus, il faudrait que je fasse ça. Je suis fatiguée un peu. Je suis enrhumée, hein? Je n'ai pas donné un bon exemple, là, mais il faut que j'en ai 29, 3. Oui, je serai en dépassement de 2. C'est beau? Fait qu'il faut le calculer lui-même aussi. Hein, il vaut quand même quelqu'un. Là, cet enfant-là, il est présent dans notre classe. Là, OK? Et en plus de ça, pour 2 types d'élèves handicapés, qui sont les autistes et qui sont les élèves qui troubles relevant de la psychopathologie. Et là, je vais vous faire une mise en garde. Là. On a tendance à mettre moins d'élèves dans la... Là, c'est pas un bon terme, là, mais dans la case troubles relevant de la psychopathologie.
parce qu'il faut les pondérer a priori. Et les commissions scolaires ne sont pas financées pour faire la pondération a priori par le ministère. Ce qui veut donc dire qu'idéalement, ils en mettent moins dans cette case-là parce qu'elle coûte plus cher. OK? Donc, faites attention parce qu'un enfant qui a un syndrome de Gilles-Latourette, c'est pas un TC, puis c'est pas un élève qui a une déficience langagière non plus. Puis on a le droit à toutes sortes de choses pour les élèves qui ont un syndrome de Gilles-Latourette et leur place, c'est troubles relevant de la psychopathologie. D'accord? Il y a des études très intéressantes de chercheurs de l'UQAM là-dessus. Puis si jamais ça vous intéresse, je vous donnerai les références.